la, la dynamique Julie Bichard pour nous parler de la dynamique PPE, parce que c'est une organisation qui est en train de prendre des ailes et des couleurs, et puis qu'on apprécie pour, pour cet engouement en éducation franco-ontarienne. Julie, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, bonsoir, chers participants, à ce forum parent, d'où nous avons l'occasion de nous rassembler et célébrer la belle diversité de notre réseau dans le cadre de cette Semaine nationale de l'immigration francophone. Merci d'avoir accepté de vous joindre à nous afin de pouvoir s'échanger, s'entraider et s'outiller à répondre aux besoins d'inclusion de nos parents venant de divers horizons. Merci à notre partenaire, la CEPAP, ainsi qu'à tous nos parents animateurs, parents panélistes, notre invité distingué du CPO, ainsi que de l'ensemble de notre équipe de travail à PPE. Sous le leadership de Balgissa, notre coordonnatrice des projets d'intégration des parents immigrants, nous nous retrouvons ici ce soir en pleine collaboration afin de faire preuve de prévenance envers nos parents immigrants, membres valorisés de notre beau réseau de parents francophones. PPE se distingue par sa volonté d'intégrer l'inclusion et la diversité de façon significative dans chacune de ses actions. Nous apprécions toujours nous retrouver si bien entourés dans la poursuite de notre désir mutuel de veiller à l'épanouissement de toutes nos communautés scolaires. Je termine mon mot d'accueil en attirant votre attention sur la nouvelle identité visuelle de parents partenaires en éducation. Nous sommes tellement fiers de ce nouveau symbole de notre organisme et de notre réseau qui reflète bien nos valeurs. Nous y percevons un groupe de parents unis et solidaires, prévenant les uns envers les autres. Nous y voyons le symbole de la concertation mobilisée derrière un mégaphone afin de faire entendre haut et clair la voix collective des parents afin qu'ils puissent contribuer à l'éducation de leurs enfants à tous les niveaux. Nous y percevons un rayonnement collectif qui inspire nos contributeurs et contributrices et qui a un effet d'édification sur notre réseau. Finalement, ce symbole audacieux évoque la confiance et sous-entend une présence sérieuse, un lien que nous effectuons avec notre valeur de la diligence. Ce concept positionne PPE comme la porte-parole des parents en Ontario, nos voix canalisées portées haut et fort. C'est le symbole distinct radieux d'un organisme fort qui éclaire les parents, un intervenant essentiel dans le milieu de l'éducation, ainsi qu'un leader et influenceur important. Ces courbes représentent non seulement un rayonnement vers l'extérieur, mais aussi une antenne à l'écoute de ses membres et partenaires. Le symbole sous-entend qu'être parent, c'est un parcours qui partage un même point de départ, c'est bien notre amour pour nos enfants. Finalement, par son style à la fois moderne et intemporel, ce concept communique que l'organisme est ici depuis longtemps et qu'il est bien ancré dans son milieu. Le mot vibrant est dynamique et jeune qui s'harmonise bien avec le vers franco-ontarien. Il symbolise l'ambition, l'avenir et l'imaginaire. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue ici ce soir. Merci de votre participation active à nos activités et au plaisir de vivre cette belle soirée ensemble. Merci beaucoup, Julie. Merci. Est-ce que quelqu'un peut me dire si Dominique Vielleuse est déjà dans la salle, s'il vous plaît? Je suis là, Monsieur Colocco. Bonjour, Dominique. Bonjour. Tu vois, on avait des sueurs froides hein, de savoir. On craignait mais que j'étais là, je vous regardais. Non, okay. non, je suis. Merci beaucoup. Dominique Vielleuse est directrice des services éducatifs au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Avant cela, elle a occupé plein d'autres fonctions qu'elle va vous expliquer tantôt. Et nous l'avons invitée aujourd'hui pour qu'elle nous parle d'équité et d'éducation inclusive. Donc, Dominique, je vais te passer la parole pour une vingtaine de minutes. Entre-temps, je vais demander à, je crois, Mifat de projeter ta présentation. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait très, très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Parler d'immigration francophone, c'est parler de nos écoles francophones, puis de parler de la relève qui se prépare pour nos écoles de l'Ontario. Pour ma part, je suis Dominique Vielleuse, donc comme le disait M. Colocco, direction des services éducatifs au CPO, et je suis entre autres responsable du volet équité
en ce qui concerne la salle de classe. Donc, je vous parlerai un petit peu des autres piliers qui concernent l'équité, mais le pilier salle de classe, les élèves, je suis responsable de ce volet. Sinon, précédemment, dans les 20 dernières années, je dirais, j'ai occupé plusieurs postes, soit oui, direction d'école, direction adjointe, responsable de ci, responsable de ça. Mais donc, j'ai fait à peu près tous les petits postes et moyens postes et pour m'amener à ce poste de direction des services éducatifs, mais depuis cette année seulement, on a vraiment un volet équité au CPO et je suis très contente de pouvoir en être responsable. Et voilà, donc on y va pour la présentation. On peut aller à la première diapositive. J'ai voulu débuter simplement en situant l'équité en éducation en Ontario. Donc, la diapositive suivante. Ce n'est pas très compliqué, c'est simplement pour indiquer que tout ce qui se trouve dans la salle de classe, tout ce qui touche l'élève, toutes les initiatives, toutes les tendances que l'on prend, tirent leur source de l'énergie que met le ministère et des décisions que prend le ministère pour envoyer vers les conseils scolaires. Donc, le ministère de l'Éducation va lancer vers les conseils scolaires des politiques qu'elle se doit de mettre en place. Et ensuite, les conseils scolaires, c'est à partir de ça qu'ils vont établir des plans d'action. Donc, ils vont prendre leurs décisions, à savoir, dans notre conseil scolaire, on va faire ceci, on va faire cela, mais ce sera toujours en lien avec ce que nous demande le ministère. Une fois que le conseil scolaire a choisi ce qu'il fait, ensuite, ce sera au tour de l'école de dire, comment est-ce que moi, à mon tour, comme école, est-ce que je vais mettre tout ça en place? Et ce sera toujours en lien avec, par exemple, le programme que donne l'école ou l'environnement où se trouve l'école ou la mission de l'école, etc. Mais tout est toujours aligné. Et ce n'est qu'après, donc, qu'on va voir qu'est-ce que l'élève va obtenir en salle de classe. Mais peu importe à quelle école va l'élève, il devra donc en tout temps recevoir tout ce que le ministère veut bien que tous les élèves de l'Ontario reçoivent. Aujourd'hui, on va parler d'équité. Donc, on en vient au document qui est la base même de toutes les actions en équité qui sont lancées vers nos écoles en Ontario, qui s'appelle le Plan d'action ontarien pour l'équité en matière d'éducation. C'est un document qui a été rédigé en 2017, déposé en 2017 et qui est présentement mis en œuvre pour l'ensemble de la province. Si on va à la diapositive suivante. Ce document que vous pouvez retrouver sur le web si vous faites une petite recherche est très intéressant à lire parce qu'il vous donne vraiment à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre en termes d'équité dans toutes les écoles de l'Ontario. Donc, le but ultime, et vous pouvez retrouver, c'est du texte qui se trouve dans les premières pages du document, on parle vraiment de cerner les pratiques discriminatoires, les objectifs, les obstacles systémiques et les préjugés dans les écoles et les salles de classe, et ce, dans le but de les éliminer, puis de permettre à tous les élèves de réussir. Donc, on admet qu'il y a peut-être des endroits où ça ne va pas bien, il y a des pratiques qu'il nous faut cesser, il y a des obstacles qu'il nous faut faire tomber. Et puis, ce document, donc, vient baliser les écoles et faire en sorte que ces obstacles-là soient identifiés et enfin, éventuellement, éliminés. Les acteurs, pour que ce document fonctionne, pour que toutes les modalités, les souhaits qui sont à l'intérieur fonctionnent, on a besoin de bien des gens. Bien sûr, ça concerne les élèves. On va avoir besoin d'entendre leur voix. Ils vont devoir nous dire est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne bien. On a besoin des parents. On a besoin que les parents regardent ce que font les écoles et réagissent et collaborent avec les écoles. Qu'en collaboration, il doit se faire, mais surtout que la voix des parents se fasse entendre. On a besoin que les éducateurs et que les éducatrices acceptent le changement qui est en train de se faire à l'intérieur de nos écoles. Par exemple, que nos enseignants acceptent d'enseigner différemment, que les travailleurs sociaux, par exemple, acceptent de faire leur travail différemment et s'adaptent à cette clientèle qui est changeante. Ça s'adresse aussi aux directions d'école, pas seulement pour le mettre en place, mais aussi pour que les directions d'école fassent leur travail autrement. On parle d'obstacles systémiques à identifier et à faire tomber. Les directions d'école qui mettent en place des choses, on leur demande donc certaines choses, on leur demande d'avoir cette lentille d'équité quand ils mettent en place tout type de processus à l'intérieur de leur école. Donc, de façon générale, le personnel des conseils scolaires et aussi les conseillers scolaires, et là, on est rendu à la table politique, mais eux aussi ont quelque chose à voir dans tout ce grand changement qui est en train de se faire. Et bien sûr, ça touche aussi les leaders des collectivités
Quand je pense à des organisations comme celles qui nous reçoivent aujourd'hui, ce sont des leaders des collectivités qui, elles aussi, doivent être à la table et puis réfléchir avec les écoles et avec le ministère pour amener la voix de la communauté puis faire transformer l'environnement scolaire. Le but ultime de ce document, quand on parle d'équité, c'est de créer un milieu d'apprentissage qui va faire en sorte que tous les élèves, ou je devrais dire que chaque élève, arrive à réaliser son plein potentiel, devenir un citoyen, une citoyenne qui soit épanouie et ultimement économiquement productif et engagé. C'est quand même pas rien, c'est gros, mais c'est ce qui est en train de se faire présentement. Prochaine diapositive. J'ai voulu simplement vous parler des grandes actions qui sont en cours aujourd'hui en Ontario en matière d'équité. Il y a vraiment des grands chantiers qui sont en train de se faire. Un des grands chantiers, c'est au niveau de la 9e année, donc ce sont des enfants de 14 ans, le cours de mathématiques. Si je fais un petit peu une mise en situation, en 9e année, donc la première année du secondaire, les enfants déjà en Ontario, on leur demande de choisir une filière. Est-ce que tu vas aller à l'université? Est-ce que tu vas aller au collège? Ou est-ce qu'éventuellement tu vas plutôt aller sur le marché du travail après tes études secondaires? Bien, l'Ontario est la seule province au pays qui, dès la 9e année, dirige déjà les élèves vers les volets donc théoriques ou non théoriques, c'est-à-dire tu vas aller à l'université, tu vas aller au collège, etc. Donc, on était jusqu'à maintenant la seule province à demander ça à un enfant de 14 ans, 13-14 ans, ce qui est très jeune. Et les données nous démontrent que ce soit les données recueillies ici ou à l'étranger, nous montrent que c'est une pratique qui désavantage plusieurs élèves, notamment les élèves racialisés et les élèves à faible revenu. Et donc, à cause de ça, et là, il y a eu tout plein d'études, des recherches et des données probantes qui ont fait en sorte que le ministère, l'année dernière, nous a annoncé que c'en était terminé des cours où on demandait à l'enfant, est-ce que l'enfant devrait aller au collège ou à l'université, etc. Donc, on commence avec le cours de mathématiques et on enlève ce qu'on appelle les filières. Donc, on enlève la cloison, on décloisonne les cours de mathématiques. Pour je vous dirais que pour les écoles en Ontario, c'est gros. C'est très gros comme choix qu'a fait le ministère et les enseignants se sont dit ben, comment on va faire pour enseigner, etc. Donc, il y a tout un accompagnement qui est en train de se faire pour l'ensemble des écoles de l'Ontario en mathématiques pour commencer, mais on sent bien que ce sera le cas pour les autres cours aussi de 9e année, où donc on ne voudra plus que l'élève, tout de suite à 14 ans, 13 ans, décide est-ce qu'il va aller dans une filière ou dans une autre, parce qu'encore une fois, c'est désavantageux pour grand nombre d'élèves. Donc, pourquoi on décloisonne? Bien, parce qu'on veut enlever une discrimination qui est systémique, donc qui est imbriquée dans le système, qui est associée à ces cours de 9e année, puis qui, jusqu'à maintenant, ce cloisonnement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a marginalisé bon nombre d'élèves, notamment les élèves noirs, racisés, les élèves autochtones, les élèves à faible revenu et aussi les élèves ayant des besoins particuliers. Donc, c'est vraiment la raison de base pour laquelle on a enlevé ce cloisonnement en mathématiques. Ce qu'on vise en enlevant ce cloisonnement, c'est d'éliminer un maximum d'obstacles pour les élèves, les aider à terminer leurs études secondaires et aussi aider davantage les élèves à entreprendre des études postsecondaires de leur choix. Donc, mettre moins de pression sur la 9e année, enseigner pour tous et faire en sorte que tout le monde arrive à travailler au meilleur de son potentiel. Tout ça, c'est en œuvre présentement dans nos écoles. On a donc un nouveau cours de mathématiques qui se fait. Si jamais vous avez un enfant de 9e année, vous devriez voir la cote de cours MTH1W. C'est un tout nouveau cours. Et puis, il est destiné à tous les élèves et il enseigne les concepts clés des cours de mathématiques. Donc, l'élève ne perd absolument rien à faire celui-ci comparé à ce qu'il faisait l'année passée. Bien au contraire, on va vraiment travailler les concepts clés et tous les élèves auront par la suite à décider, ils seront un petit peu plus grands pour savoir, bon, ben, est-ce que je vais aller à l'université ou pas, etc., mais pas en 9e année. Donc, ça, c'était la décision pour mathématiques, 9e année. Prochaine diapo. Une deuxième action qui est importante et intéressante, et là, on ne parle pas de curriculum, mais on parle vraiment de climat scolaire et de la vie scolaire.
Une décision qui a été prise par le ministère et qui a débuté l'année dernière, mais avec la pandémie, on ne l'a pas bien senti avec les écoles fermées et tout. On le sent peut-être un peu plus cette année, ou on le vit un peu plus cette année, puisque nos écoles maintenant sont bel et bien ouvertes. Il s'agit de l'élimination des suspensions discrétionnaires pour les élèves de la maternelle à la 3e année. Ça aussi, c'est nouveau. Parce qu'on s'est rendu compte, encore une fois, que quand on prend la liste les chiffres en termes d'élèves suspendus, les élèves racisés, autochtones, ayant des besoins particuliers se retrouvent de façon disproportionnée à travers ces élèves. Et donc, ça a été un choix pour le ministère de dire, ben, il va falloir qu'on fasse les choses autrement dans les écoles et que la suspension discrétionnaire ne soit pas appliquée pour les élèves de maternelle à 3e année. Pour cerner un petit peu toutes ces suspensions, ça ne se fait pas, bien sûr, au hasard. On a en Ontario le Code de conduite de l'Ontario qui vient énoncer, en fait, des comportements très clairs que les élèves doivent avoir et des comportements qu'ils ne doivent pas avoir à l'intérieur de nos écoles, qu'on veut être sécuritaires, bienveillants, accessibles pour tous, en tout temps. Maintenant, avec ces normes-là, chaque école va se donner des règlements d'école. Mais peu importe le règlement ou la manière qu'on le dit, tous les règlements de toutes les écoles de l'Ontario doivent répondre au Code de conduite de l'Ontario. Et si vous voulez aller voir, il y a même un guide des parents qui explique très, très bien, là, ça se trouve sur le web aussi, vous pouvez très bien savoir à quoi est-ce qu'on s'attend comme comportement pour un élève. Il ne s'agit pas de pointer à savoir est-ce que l'élève parle en salle de classe ou non, pas du tout, mais plutôt en termes de sécurité, en termes de bienveillance et de relation avec l'adulte, etc. On a décidé d'enlever, le ministère a décidé d'enlever les suspensions maternelles 3e année pour un certain type de suspension, celles qui étaient discrétionnaires. Donc, les suspensions pour lesquelles la direction avait le choix de suspendre ou de ne pas suspendre. Pareil, je vous donne un exemple. Dans les suspensions discrétionnaires, il y a un énoncé qui dit, par exemple, pourrait être suspendu un élève qui va utiliser un langage vulgaire, menaçant pour un adulte. Mais évidemment, c'est une question de point de vue, puis c'est une question de, etc. Donc, la direction a une décision discrétionnaire à prendre sur la situation qui aura été vécue. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que quand il s'agit d'un élève de maternelle à 3e année, là, on parle d'un enfant, j'imagine, vite, là, entre 4 et 7 ans, plus ou moins. Eh bien, pour ces enfants-là, non. Il n'y a pas d'aspect discrétionnaire, il n'y aura pas de suspension pour ce type de motif. Pourquoi? Bien parce que quand les enfants sont jeunes, ils sont encore en train d'acquérir un grand nombre de capacités d'adaptation à la salle de classe. Et les suspendre, en fait, à un si jeune âge et surtout de façon fréquente, ça a un impact clair sur l'échec scolaire et sur le décrochage scolaire précoce. Et ça a été démontré. Et donc, pour aller en amont de ce type de situation, parce qu'on ne veut pas ça pour nos enfants, donc le ministère a dit on enlève les suspensions qui sont de type discrétionnaire pour un élève de maternelle en 3e année. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas d'un comportement qui n'est pas le bon à l'intérieur d'une école, mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il faut soutenir les élèves, puis ces comportements doivent être abordés, mais ils doivent être soutenus avec tout ce qu'on appelle tout le cycle de comportement positif en milieu scolaire, où on va plutôt travailler à comprendre, mais pourquoi est-ce que l'élève a eu tel et tel comportement? Qu'est-ce qui est à la source de ce comportement? Et qu'est-ce qu'on va venir régler, mais à la source et non pas sur le dessus, à savoir le symptôme qui est, par exemple, un élève qui va être très agité. Ben, ce n'est pas l'agitation que je veux qu'il cesse, mais la raison pour laquelle il s'agite et donc aller derrière. Et c'est ce type de réflexion qu'on voudrait que toutes les écoles fassent et que toutes les directions fassent, que tous les services autour de l'élève, c'est vers ça qu'on veut aller. La mise en œuvre pour l'élimination des suspensions discrétionnaires maternelles 3e année, c'était l'année dernière, mais encore une fois, avec la pandémie, on n'a pas vu beaucoup. C'est vraiment cette année que ça se vit dans les écoles. Et donc, dans les cas de comportement inapproprié, les écoles vont appliquer une approche qui va plutôt être axée sur une discipline qui va être progressive et on encourage, comme je le disais, l'utilisation d'interventions qui vont se faire donc de façon précoce et de façon régulière. Donc, travailler vraiment le lien avec l'élève, puis travailler à régler la source du problème et non pas le symptôme comme il s'exprime peut-être dans la salle de classe. Voilà. Avec la prochaine diapo,
Un autre des grandes actions en équité qui est en train de se faire et c'est débuté depuis bon nombre d'années. Il s'agit de la collecte de données sociodémographiques. Depuis tout à l'heure, je vous dis, les données nous démontrent qu'on a fait des recherches, on a trouvé que. Mais pour ça, on a besoin de données, mais pas seulement de données qui nous disent il y a des suspensions ou les élèves réussissent à tel pourcentage, mais il faut savoir qui réussit et qui ne réussit pas, qui a de la difficulté, qui reçoit des services et est-ce que ce qu'on fait fonctionne? Mais pour ça, il faut savoir qui sont les personnes, donc les élèves qui sont dans nos écoles, mais au niveau identitaire. Quelle langue est-ce qu'ils parlent? Est-ce que les garçons réussissent bien? Est-ce que les garçons noirs, est-ce que c'est vrai que les garçons noirs réussissent moins bien que les autres? Est-ce que c'est vrai que les garçons lisent moins que les filles? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc, on a besoin d'avoir des données identitaires. En 2017, il y a eu la loi de 2017 et de là est né le premier document dont je vous ai parlé, qui est le plan d'action en éducation. Par contre, en 2017, le ministère a dit, avec la loi, ils ont sorti une loi, la loi de 2017 contre le racisme, et seule cette loi-là a exigé de tous les conseils scolaires de l'Ontario de procéder à une collecte de données identitaire. Donc, le ministère a dit, il est très difficile de rendre nos institutions meilleures si on n'arrive pas à mettre le doigt sur qui réussit, qui ne réussit pas de façon efficace pour arriver rapidement à des conclusions puis à transformer nos systèmes. Donc, la collecte de données identitaires a été demandée à l'ensemble des conseils scolaires de l'Ontario. Et depuis, on y travaille parce que on peut pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On en est aujourd'hui, je vous dirais en 2021, on y est presque. On a fait des mises à l'essai. Il y a eu un sondage de fait, il y a eu des consultations, il y a eu des parents de rencontrés, des organisations participées, etc., etc. On y est presque. La collecte de données pour tous les conseils scolaires de l'Ontario va se faire l'année prochaine, en 2022-2023. Peu importe où vous vous trouvez en Ontario, si vous avez un enfant dans nos écoles, vous devriez avoir, à un moment donné, on va vous parler de cette collecte de données socio-identitaires. Certains vont l'appeler, certains vont parler de recensement identitaire, certains vont parler de collecte de données sociodémographiques, mais ce sera toujours la même chose, aller chercher qui sont les élèves dans nos écoles au niveau identitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la collecte de données, ce sera un peu sous une forme de sondage qui va être donné à l'ensemble des élèves selon leur âge. Parfois, ce sera le parent qui répondra, parfois, ce sera l'élève qui répondra. Mais dans tous les cas, ce sera toujours une collecte de données qui sera volontaire, un peu comme le recensement qu'on reçoit, là, du recensement avec les agences du Canada. Donc, c'est une collecte de données qui est donc volontaire, qui est confidentielle et qui est sécuritaire. Ces trois aspects ont été nommés par le ministère pour l'ensemble des conseils scolaires en disant ces trois qualificatifs sont essentiels si vous voulez qu'on valide la collecte de données que vous allez faire. Les rapports d'analyse qu'on va tirer de ça, ils seront dépersonnalisés, c'est-à-dire il ne s'agit pas ce ne sont pas des données qui vont parler d'un élève, c'est pas ça. Ce sont plutôt des données qui vont nous parler de tendances. Comme je vous disais, comment vont des groupes, comment vont les élèves autochtones, comment va la communauté LGBTQ+, est-ce qu'elle réussit ou est-ce qu'elle ne réussit pas, etc. Donc, c'est de voir des tendances par groupe. Donc, on fera des rapports d'analyse, mais ils seront encore une fois dépersonnalisés. Puis la gestion de ces données, pour qu'elles soient sécuritaires, ce sera fait sur un portail qui est sécurisé, puis qui va répondre à toutes les exigences, que ce soit de sécurité, mais surtout de protection de la vie privée. Donc, ça vient de la loi 2017. On le fait parce qu'on a besoin d'avoir des informations pertinentes qui pourront être utilisées pour vraiment aider les conseils scolaires, oui, à éliminer le racisme systémique et à faire progresser l'équité raciale, donc faire tomber des barrières qui sont à l'intérieur de notre façon de fonctionner. Donc, en gros, voilà pour la collecte de données sociodémographiques. Je vous disais tout à l'heure que le ministère nous envoie un peu des politiques et il nous dit mettez ceci, mettez cela en place. Là, on parle par exemple d'équité. Ensuite, comme conseil scolaire, c'est autour du conseil scolaire à réagir puis à mettre ça en mots de son propre conseil.
Je vous donne ici quelques exemples de concrètement comment est-ce que ça se vit sur le terrain au CPO. Ben, cette idée d'équité, si on ne s'en tient qu'à celle-là, parce qu'il y a bien d'autres choses aussi, mais au niveau de l'équité, ça s'est transformé. On l'a vu à l'intérieur du plan stratégique que le CPO a rédigé. Je suis certaine que si vous regardez les plans stratégiques de vos conseils scolaires, vous allez voir quelque chose en lien avec l'équité, parce que clairement, ça a été identifié comme étant un enjeu essentiel des 5 prochaines années pour l'ensemble des conseils scolaires. Donc, dans les valeurs, par exemple, ce n'est qu'un tout petit exemple du CPO, on parle de pluralisme. Il a fallu souligner que le pluralisme était là et qu'il fallait que ça devienne une de nos valeurs. Et dans la partie bienveillance, on nous parle aussi de cette diversité, de faire en sorte que chaque élève, qui qu'il soit à sa place dans nos écoles. Autre chose qui s'est passée au CPO aussi, l'année dernière, il y a eu l'embauche d'un commissaire en équité et droits de la personne. On est le premier conseil scolaire francophone à avoir un commissaire en équité. Il s'agit en fait d'une personne qui a 2 rôles. D'un côté, il agit à titre d'ombudsman, c'est-à-dire qu'il reçoit toute préoccupation, plainte qui viendrait d'un élève, d'un parent, d'un enseignant, de la communauté, peu importe, mais du moment qu'il y a une difficulté relationnelle où on sent qu'au centre de cette difficulté, que c'est une question d'équité, bien, il est là justement pour regarder, valider la situation et faire des recommandations après avoir validé le contenu. Donc, il a vraiment un rôle d'ombudsman et il est complètement, moi je vous dirais, il est complètement autonome dans ce qu'il fait. Il ne relève pas d'une surintendance, par exemple. Ensuite, son deuxième rôle, c'est celui d'émettre des recommandations à l'organisation, donc au CPO, pour rendre ces processus justement plus équitables. Donc, il a vraiment un rôle il ne fait que témoigner de ce qui se fait, analyse ce qui est donné et va aller faire des recommandations pour dire, ben ça ne devrait pas être comme ça ou ici, vous avez oublié telle chose, etc. Donc, commissaire en équité qui a débuté l'année dernière. La troisième chose que l'on a au CPO, c'est un plan d'équité, droits de la personne et pluralisme. On l'a rédigé l'année dernière, c'est la première année qu'on a ça. D'autres conseils scolaires l'ont fait aussi très, très récemment. On n'en avait pas avant, où clairement, il fallait se donner des objectifs et des façons pour comment est-ce qu'on va travailler l'équité dans notre conseil scolaire. Et parce qu'on a des comptes à rendre, on est redevable dans ce qu'on fait. C'est un plan qui s'occupe de l'organisation à 3 niveaux. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 3 piliers. D'un côté, au niveau des ressources humaines, donc qui sont les employés du CPO? Est-ce que sous une lentille d'équité, l'aspect ressources humaines, est-ce que ça va? Quelles sont les améliorations que nous devons faire? Qui sont les employés du CPO, etc., etc. Donc, la partie ressources humaines est vraiment sous la lentille équité. L'espace scolaire, la partie dont je suis responsable. Donc, qu'est-ce qui est enseigné dans nos salles de classe? Comment est-ce que c'est enseigné? Est-ce que nos élèves vont bien à l'école? Est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce qu'on a une relation équitable entre eux, les enseignants, la direction, etc.? Et le troisième pilier, c'est celui de l'amélioration continue de l'organisation. Et ça relève justement du commissaire en équité et droits de la personne, où lui, il regarde l'organisation dans son ensemble et il va nous amener des recommandations et nous aiguiller pour rendre les choses encore plus équitables si elles ne le sont pas déjà. Un quatrième point que nous avons fait en lien avec l'équité, c'est le programme de spécialiste coach, qui est un programme provincial où en fait, l'origine de ce programme, c'est un programme qui au départ était destiné aux élèves autochtones et c'est un programme qui a très, très bien fonctionné chez cette clientèle et on a fait c'est un peu un calque qu'on a fait en l'adaptant pour l'ensemble de la province pour les élèves noirs. Donc, de façon générale, l'idée, c'est de dire, prenons une, deux, peu importe le nombre, mais enfin une personne qu'on va appeler, en anglais, on parle de graduation coach. C'est en principe une personne qui s'intéresse particulièrement aux élèves qui sont sur le point de terminer. Donc, probablement en 12e année ou 11e, 12e, et on tente de se demander, mais pour l'élève qui est en 11e, 12e année, pour qui c'est difficile et il n'y arrive pas, qu'est-ce que je peux faire pour l'amener à réussir? Parce que justement, les chiffres nous démontrent que nous avons une disproportion d'élèves racisés qui n'obtiennent pas leur diplôme. Et en faisant ça, on va tenter de comprendre
pourquoi. Donc, ce qu'on veut avec ce programme, c'est d'offrir un appui qui est culturellement adapté à l'élève, à la famille, au personnel pour amener l'élève à obtenir son diplôme. Et pour que tous les élèves reçoivent leur diplôme, on devrait, en 5 ans, être capable d'amener un élève à ça. Donc, que ce soit obtenir son diplôme ou réussir tous ses crédits à chaque année. Donc, nous avons des spécialistes en appui aux élèves noirs, vraiment pour les élèves noirs. Et nous avons aussi une spécialiste en appui aux élèves autochtones qui va leur donner un appui qui est culturellement adapté et sécurisant pour eux, donc qui répondent vraiment à leurs besoins culturellement. Ce ne sont que quelques exemples. Je suis certaine que dans vos conseils scolaires, les exemples seraient différents, mais il devrait y en avoir aussi. Donc, des gestes d'équité qui se font par les conseils scolaires pour rendre nos élèves, pas nos élèves, mais bien nos espaces scolaires encore plus équitables. Si vous avez des questions, j'aimerais beaucoup, beaucoup vous entendre ou encore vous entendre sur la réalité de vos écoles en lien avec l'équité. Merci beaucoup, Dominique. Je peux t'assurer que par les réactions que je reçois et que j'ai vues déjà sur le chat, beaucoup de bonnes informations. Et puis, vous vous rappelez qu'en début de présentation, Dominique vous a présenté comme des parents qui sont acteurs du système. Donc, tout ce qu'elle a montré, c'est pour vous interpeller comme parents, pour que vous preniez votre place pour apporter des solutions autour de la table ou pour soulever des problématiques. Nous allons prendre 2 ou 3 interventions. Déjà, j'envoie... s'il vous plaît, Mifat, est-ce qu'on peut enlever la présentation pour qu'on puisse se voir au moins? OK. Je crois qu'il y a eu une première intervention sur le clavardage. S'il te plaît, Balgissa, est-ce que tu peux la lire pour Dominique? Oui, bien sûr. Oh, je n'arrive pas à le voir, par exemple. Bon, j'ai une question de Pierre qui dit décloisonnement. C'est au terme de la 8e année que les élèves étaient orientés en appliqué ou en théorie. OK, en maths, y a-t-il un échéancier pour les autres cours tels que les sciences? Ce que le ministère nous a dit, c'est qu'effectivement, on commençait avec les mathématiques parce qu'il y avait, depuis l'année dernière, on refaisait le programme de mathématiques, mais on nous a dit qu'effectivement, je n'ai pas d'échéancier, mais je sais que c'est dans les visées du ministère de prendre les cours de base de la 9e année pour aller vers ce décloisonnement. Donc, moi, j'ai très, très hâte d'entendre parler du cours de français qui est vraiment à la base de la réussite de l'élève. Et oui, sciences, absolument. J'imagine que ça viendra, mais on vous tiendra au courant dès qu'on a des dates. Ouais. OK. La deuxième question, c'est quoi, Bagista? Une deuxième question de Kenza qui dit « Je vois des programmes de spécialistes coach pour les élèves noirs et des élèves autochtones. Y en a-t-il pour des élèves arabes? » En fait, quand on parle de spécialiste coach en appui pour les élèves noirs, c'est le nom du programme, c'est vrai, mais l'appui se donne pour tous les élèves racisés. L'idée, c'est de dire à partir du moment où il y a une difficulté culturelle, où on sent qu'il y a quelque chose qui fait que cet enfant-là ne réussit pas, mais que ça n'a rien à voir avec ses compétences académiques, il y a autre chose qui ne va pas, bien sûr que il deviendra un élève qui sera suivi par le spécialiste coach. Et puis, on fera ce qu'il faut pour que la famille soit appuyée, puis que l'élève soit appuyé, puis qu'on comprenne elle est où la barrière, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour cet élève. Donc, ce n'est pas tant du moment qu'il s'agit d'un élève de culture autre, bien sûr que ça relèvera du spécialiste coach. OK. 2 autres interventions. J'ai vu la main levée de Bertrand Défaut. Bertrand, est-ce que tu peux prendre la parole pour rapidement poser ta question, s'il te plaît? Avec plaisir, Lévi, merci beaucoup. Et merci à Madame Vielleuse pour sa présentation. J'ai bien apprécié. Il y a quelques semaines, là, je donnais un atelier pour les parents d'un conseil scolaire du nord de notre province. Et lorsque j'ai parlé du décloisonnement là, des cours de 9e année, c'était vraiment un grand ouf. Là. Les parents ont bien apprécié. Donc, de ce point de vue-là, le meilleur est à féliciter. Maintenant, Madame Vielleuse, il y a d'autres problèmes. Je discute avec énormément de parents et
des enseignants, enseignantes également. Un des problèmes auxquels font face les jeunes issus de l'immigration, c'est par exemple, de l'avis de beaucoup de parents, c'est celui de l'orientation scolaire. Il y a beaucoup de plaintes à ce niveau-là. Il y a aussi l'évaluation des études. Lorsqu'on arrive en Ontario, l'évaluation des études faites à l'extérieur du pays. Qu'est-ce que le CPO prévoit là, par rapport à ces deux, appelons les problèmes, à ces deux situations? Deuxième question, si vous permettez. Si c'est possible, je ne sais pas, est-ce que c'est possible? Vas-y, rapidement, oui. Oui, s'il vous plaît. Je vais la poser très rapidement, cette question. Concernant les enseignants maintenant, on a beaucoup parlé d'élèves, ce qui est bien, mais n'oublions pas le personnel enseignant, qui aussi, de l'avis de beaucoup, là, je discute avec beaucoup d'enseignants, enseignantes, il y a beaucoup de plaintes aussi là. Par exemple, dans les recrutements, certains enseignants racialisés disent que voilà, elles sont recrutées le plus souvent pour des postes à long terme et non pas pour des postes permanents. Il semble que certaines écoles de certains quartiers, de certaines zones scolaires soient, comment dire ça, on va rester très, très poli, soit difficiles pour des enseignants racialisés. Alors, bon, je suis certain que ce n'est pas un problème qu'on rencontre seulement dans la région d'Ottawa, peut-être ailleurs en province aussi, mais est-ce que vous êtes au CPO consciente de ces difficultés? Qu'est-ce qui est fait? Oui, ben je vais vous répondre, je vais tenter de faire ça rapidement. Vous avez parlé des difficultés au niveau de l'orientation des élèves puis de l'évaluation des nouveaux arrivants, par exemple, d'une nouvelle famille, d'un élève qui nous vient d'ailleurs. Ces deux points relèvent de l'orientation. Ce sont les services d'orientation qui font l'évaluation, etc. L'année dernière, oui, dans notre première année avec les spécialistes coach, on a tout de suite vu qu'effectivement, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Cette année, au niveau du CPO, on a commencé du travail directement avec l'équipe d'orientation de tout le CPO. Donc, il y a des formations qui sont données. On a cette année une conseillère pédagogique en équité qui a pour mandat de donner de la formation pour que le service d'orientation de toutes les écoles puisse comprendre, parce qu'effectivement, il y a une incompréhension ici. Vous m'avez parlé aussi du personnel enseignant en fait de recrutement. Ça relève des ressources humaines, mais je peux vous dire que dans le pilier ressources humaines, je vous disais que notre plan avait 3 piliers, dont le premier était celui des ressources humaines. Il y a du travail de fait, entre autres, sur c'est quoi le processus d'embauche pour arriver à un poste régulier. Ça se fait bien sûr avec l'AEFO et tout, mais ne serait-ce que pour avoir un processus d'embauche qui soit équitable. Quelles sont les questions posées? Quelles sont les réponses attendues? C'est quoi un bon enseignant? Est-ce que tout le monde s'entend sur ce que c'est qu'un bon enseignant? Est-ce que le candidat sait quelles sont mes attentes envers lui, etc., etc.? Donc oui, il y a une réflexion qui se fait là-dessus et oui, on est bien conscient qu'il y a du travail à faire. OK, dernière intervention de Tibila. Est-ce que tu peux rapidement poser la question, s'il te plaît? Oui, rapidement pour mes questions, c'est premièrement, j'ai un souci pour la collecte des données identitaires. Je me demande si c'est opportun parce que ces collectes-là vont conduire à quoi? Moi, je le vois comme ça va conduire à la stigmatisation davantage des élèves parce que ces élèves-là, disons, la réussite scolaire dépend d'abord du milieu dans lequel les élèves évoluent. Plus les parents sont aisés, plus ils ont tendance à réussir, alors que la majeure partie de ceux qui, comme Madame l'a bien indiqué, ceux qui échouent, malheureusement, sont des enfants issus de l'immigration. Quand on parle des garçons qui abandonnent ou qui décrochent, c'est le milieu qui dicte la réussite, en quelque sorte, de l'enfant. Donc, moi, je crains qu'en faisant ces collectes de données-là, que ça ressorte que ce sont les enfants, les immigrants qui ne réussissent pas à l'école et puis ainsi de suite. Et puis, ça va conduire vers la stigmatisation. Ça, c'est mon premier souci. Pour les programmes de coach et autres, moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on le fasse de la sorte, appuyer les élèves. Moi, j'allais même, au lieu que ce soit à la 12e année, si on peut le commencer à la 10e année, plus tôt, ça va être meilleur et ça va préparer l'enfant à la réussite.
maintenant, au niveau de l'éducation inclusive, je vais être plus rapide. À ce niveau, moi, je pense que ça sera bien, comme on parle de l'éducation inclusive, qu'on inclut même dans le cursus scolaire de l'éducation ou de l'enseignement l'histoire de l'immigration francophone, parce que nous sommes des francophones, et pour que les enfants ne voient pas l'immigrant qui arrive comme un problème ou comme pour profiter d'une situation, mais qu'ils sachent qu'eux-mêmes, même si on les considère comme des natifs, ici maintenant, les arrière-grands-parents ont été des immigrants et que c'est cette vague qui continue, mais qu'on ne se focalise pas sur la dernière génération de l'immigration, ce que j'appelle, bon, en tout cas, des termes, je ne vais pas les dire, mais c'est comme ça. Merci, maintenant, en ce qui concerne rapidement pour le thème même de la francophonie aux 1000 saveurs, là, je trouve que ce n'est pas vous qui avez choisi le thème, mais moi, je trouve que ce thème-là ne reflète pas réellement les défis ou bien les attentes des immigrants. L'immigration, les défis de l'immigration francophone, là, ce n'est pas les saveurs, le goût de nourriture qui viennent de la Chine ou bien de l'Inde qui est un problème. C'est un défi d'intégration économique, sociale, ainsi de suite. Donc, il faut que les thèmes reflètent les défis que les immigrants rencontrent pour qu'on puisse mieux l'aborder. Par exemple, votre exposé ce soir, ça a reflété les défis que les élèves immigrants issus de l'immigration francophone rencontrent dans les écoles. Mais quand on parle des 1000 saveurs, on ne voit que des goûts de nourriture et puis autres. On ne voit pas le problème que les immigrants vivent. Donc, rapidement, voilà. Je merci beaucoup, Sybilla. Merci. Je vais répondre en 3 mots, Lévi. Je vais faire ça rapidement. Collecte de données, stigmatisation. Je comprends tout à fait la crainte. Moi, la première qui ai grandi dans un milieu majoritairement blanc, à chaque fois qu'on me demandait de répondre à un sondage, je disais non. J'aimerais mieux pas avoir à cocher la petite case qui dit qui je suis, puis d'où je viens, etc. Ceci dit, rappelez-vous que dans la région d'Ottawa, on va s'en tenir que dans la région d'Ottawa, j'ai fait plusieurs écoles secondaires au CPO. Plus de 75% des élèves de ces écoles-là sont noirs. Là, ce n'est pas une minorité qui va cocher la case, là. C'est la majorité qui va démontrer que cette école-là est à elle, puis que l'enseignement qui doit être donné dans cette école-là devrait lui être destiné. Nous ne sommes pas la minorité noire dans les écoles d'Ottawa. J'ai été à plusieurs écoles, vous les connaissez comme moi, les écoles, si vous venez de la région d'Ottawa. Donc, ce n'est pas du tout la même réalité. Donc, pour moi, je ne parle pas de stigmatisation, mais bien au contraire, je parle au contraire de dire, voici la relève franco-ontarienne, elle est d'origine africaine. Puis elle est ici, puis elle est née ici, puis elle est là pour rester. Alors, on est aussi bien de se donner des conseils scolaires et un système d'éducation qui répond à nos besoins, qui répond à cette valeur d'ouverture que veut bien comprendre le Canada, absolument. Mais il ne faudra pas oublier qui sont les élèves dans les écoles. Et ça, c'est mes enfants, vos enfants qui sont là présentement. Donc, si jamais on pouvait avoir une autre rencontre pour parler de cette collecte de données, je serais ravie. Lévi, on va garder ça en tête. J'aimerais beaucoup qu'on y revienne parce que c'est vraiment important qu'on ait des données. Pas de données, c'est pas d'argent investi, c'est pas de changement pour nos écoles. On a besoin de s'exprimer. Mais bon, deuxième chose, pour les coachs, absolument, c'est fantastique. On essaie de commencer plus tôt, mais on n'en a que 2 pour l'ensemble du CPO, donc on y va au plus pressant. Histoire d'immigration francophone à l'intérieur de nos écoles, je suis absolument d'accord avec vous. Il faut qu'on change les curriculums qui sont dans nos salles de classe. Il faut qu'on bonifie, il faut qu'on enrichisse. On y travaille très fort. On est 3 à y travailler pour l'ensemble du conseil scolaire. Alors, vous voyez, on fait tout ce qu'on peut, mais si vous avez autour de vous des gens qui sont dans le domaine, qui sont capables de... Parce que vous savez ce qui nous manque en équité, en francophone, c'est des ressources en français de qualité et crédibles. Il y en a très peu produits présentement. Des ressources 2021, il y en a très peu. Tout ce qu'on trouve, c'est très souvent en anglais, ça nous vient des États-Unis ou des provinces anglophones. Alors, si vous avez des personnes qui sont prêtes à faire des ressources, qui ont les compétences et tout, ben, dites-leur de communiquer avec les conseils scolaires parce qu'on est vraiment à la recherche, puis ça travaille très fort pour produire. Alors, Lévi, je te remercie. Merci beaucoup, Dominique. On a commencé à temps. Les 2 séquences, on a respecté le temps. Moi, j'ai besoin de trouver une coupable idéale
Et je trouve que c'est Dominique parce qu'elle est très bonne. C'est moi. Je suis Et puis, elle a désolée, c'est de ma présenté faute. des sujets très intéressants, donc, ce qui fait que nous étions tous captivés. Et je crois qu'il y aura de la suite parce que tout ce que tu as abordé là est très intéressant et touche directement la vie des parents, la vie de leurs enfants. Et je crois qu'en discutant avec PPE, on va organiser d'autres séances de ce genre. Si vous permettez, je vais vous demander d'applaudir Dominique. Vous savez comment on applaudit sur Zoom? On secoue juste la main comme ça. Merci beaucoup, Dominique. Et Merci on va beaucoup se à vous tous. revoir très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.